Monsieur Quinault, bonjour et bienvenue dans ce travail sur l'allophonie et ses problématiques que nous avons réalisé avec Renaud De Vriends, étudiant en EPC, Johanna Delot, étudiante en sciences, et moi-même, Emma de Almeida, étudiante en français langue étrangère pour le cours de MLF. Notre travail se composera de 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer très brièvement qui est Amina, l'élève que nous avons interviewée. Ensuite, nous ressortirons quelques problématiques de cette interview et les pistes qui ont été apportées tant par Amina que celles que nous avons trouvées ensuite ensemble. Finalement, nous ferons une petite analyse réflexive. Qui est Amina ? Amina, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui est d'origine espagnole et marocaine. Sa première langue est l'espagnol, sa langue seconde l'arabe et sa troisième langue est le français. Elle est arrivée ici en Belgique il y a plus ou moins 1 an et demi et son parcours belge se compose d'une année en DASPA et d'une année cette année-ci en 3e secondaire à l'Institut Dominique Pire qui se situe dans les Marolles. Donc tu nous as dit que tu venais d'Espagne. Et comment est-ce que tu te sentais quand tu es arrivée en Belgique? Pas bien du tout, en fait. Pas bien, en fait. Quand je suis arrivée en Belgique, je n'aimais rien du tout, en fait. C'était différent par rapport à l'Espagne. Du coup, moi, je me sentais bizarre. Je suis même rentrée en dépression parce que je n'aimais rien du tout. Ni les gens, ni les mentalités, ni la Belgique en soi, en fait. Je n'aimais rien du tout. Mais voilà, maintenant, ça va, quoi. Mais au début, vraiment, c'était très mal, quoi. Vraiment. Les gens, les mentalités, le pays, le mode de vie aussi, parce que moi, avant, mon mode de vie il est vraiment différent par rapport à ce que je vis maintenant. Après cette première question d'interview, nous avons directement compris qu'Amina a eu beaucoup de mal à son arrivée en Belgique à comprendre la mentalité et le mode de vie belge. C'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, qui l'a même déprimée, comme elle le dit. Et la grande problématique que nous avons retirée de cette partie de l'interview, c'est l'intégration. Alors, un individu sera considéré comme intégré s'il partage les valeurs et les normes de la société dans laquelle il vit. Le gros problème pour les primo-arrivants, c'est d'accepter cette nouvelle culture parce qu'ils ont souvent peur de renier l'ancienne et parfois ils ont surtout des difficultés de connaître cette culture. C'est un concept vraiment essentiel car être intégré, c'est trouver sa place, mais c'est vraiment aussi très essentiel pour des élèves qui viennent de pays qui ne sont pas très éloignés du nôtre, comme c'est le cas d'Amina qui venait pourtant d'Espagne. Quels sont les enjeux ? Alors, les enjeux pour les élèves, c'est de connaître cette culture, de se l'approprier, tout en gardant leur culture d'origine. Pour l'enseignant, c'est d'enseigner cette culture, tout en faisant prendre conscience que accepter une nouvelle culture, ce n'est pas en renier une autre. Finalement, pour le cours donné, l'enjeu c'est de comporter beaucoup de points culturels. Quelles sont nos pistes ? Nos pistes, on peut dire que la principale c'est d'initier les élèves de DASPA à la culture belge à l'aide de points historiques ou culinaires par exemple. Une de nos idées c'était de faire visiter la capitale aux élèves de DASPA ou de connaître certaines célébrités, de découvrir certaines célébrités avec eux. Mais tout cela en mettant en avant quand même leur culture d'origine pour leur montrer qu'il faut la garder et qu'on ne veut pas du tout la rejeter. Merci beaucoup Emma et bonjour. Alors nous allons commencer par entendre la réponse d'Amina à la question « Est-ce que l'apprentissage du français a été facile pour toi ?» J'avoue que pour moi, ça n'a pas été compliqué. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des ressemblances avec la langue française et la langue espagnole. C'est des langues latines. Du coup, il y a des mots qui se ressemblent vraiment beaucoup. Du coup, moi, quand je lisais quelque chose, je comprenais en fait. Mais ce qui a été compliqué pour moi, c'est la grammaire. Ça, oui.
Mais voilà. Sinon, ça n'a pas été compliqué parce que c'est vrai, tout le monde me dit, Amina, 1 an et demi en Belgique, tu parles très bien le français. Et Oui. tout le monde est étonné de mon français. Ben voilà, pour moi, ça a été facile. Du coup, bah, personnellement, ça a été facile. Mais c'est vrai que dans ma classe, il y avait des gens que, avec tout, le prof, il faisait trop d'efforts et tout, mais ils n'y arrivaient pas. Parce que, par exemple, il y avait des gens qui venaient d'Afrique. Et en Afrique, la langue, elle est complètement différente. Ben, du Oui. coup, ils ont eu des difficultés. Mais moi, comme je viens d'Espagne, ben, il y a des ressemblances. Du coup, c'est facile. La réponse d'Amina nous amène à notre deuxième problématique, c'est-à-dire le rythme d'apprentissage. En effet, un enfant côtoyant plusieurs langues effectue voire un double, voire un triple apprentissage. Il mettra donc plus de temps pour atteindre le niveau attendu par l'école. Sa connaissance étant encore insuffisante pour atteindre le même niveau de qualité d'expression que les autres, le temps nécessaire pour qu'il arrive à parler français sera accru. Les élèves qui ont un rythme plus lent, comme ceux de DASPA par exemple, traitent beaucoup d'informations à la fois, beaucoup d'informations qui pourraient provoquer une surcharge cognitive. Nous allons maintenant faire un petit focus sur la surcharge cognitive. En réalité, notre mémoire de travail ne peut gérer que 3 ou 4 informations simultanément. Si plus d'informations se présentent, alors notre cerveau est submergé par le flux de renseignements. C'est ce qu'on appelle une charge cognitive trop importante. Résultat, nous échouons à réaliser la tâche ou notre mémorisation est déficiente. Bref, il faut éviter cela pour les élèves car ils pourraient apprendre plus efficacement sans surcharge cognitive et éviter cela, c'est aussi la mission de l'enseignant qui doit s'adapter au rythme des primo-arrivants pour éviter justement cette fameuse surcharge cognitive. Nous allons maintenant voir quelles sont les pistes d'Amina pour éviter ce problème. Ça, c'est une question on va dire, très intelligente, comment on va dire, une très bonne question. Parce que j'ai réfléchi et c'est très compliqué, mais moi, je propose de mettre plus d'heures de français par semaine. Ça pourrait aider des gens. Oui. Par exemple, moi, j'avais 7 heures de français. C'était suffisant pour moi, mais il y a des gens qui ont des difficultés. Du coup, bah, je sais pas, mettre 9 heures de français par semaine. Évidemment, nous avons nous aussi nos pistes pour éviter ce problème de surcharge cognitive. Nous pourrions par exemple nous intéresser aux neurosciences, car elles mettent en avant des procédés pour améliorer la mémorisation ou même pour améliorer les résultats de travail. Et enfin, nous pourrions ne pas demander trop à nos élèves issus de DASPA afin de ne pas surcharger leur information et de ne pas leur demander de gérer plus de 3 à 4 tâches en même temps. Et nous pourrions aussi ménager des moments de pause. Nous allons maintenant retrouver Amina qui va répondre à la question suivante. Est-ce que tu t'es facilement fait des amis dans ta classe de DASPA ? Une personne de DASPA, elle aura toujours tendance à se faire amie avec une personne qui parle sa même langue. Parce que, imaginez, on vient d'un autre pays, on ne connaît pas encore le français. Je ne sais pas me communiquer avec une personne avec le français. Je vais chercher quoi? Une personne qui parle ma même langue. Et du coup, bah, c'est comme ça que je vais faire amie, vous voyez. En fait, moi, j'avais un problème. On me grondait toujours dans la classe parce que je parlais avec mon ami toujours en espagnol. C'est vrai que ça va pas. En fait, parce que si tu parles toujours en français, ton niveau de français il va monter très vite, vous voyez. Mais si tu t'arrêtes et tu parles en espagnol et après tu parles encore en français, ça va pas monter à la même vitesse votre niveau de français. Moi, je regrette d'avoir parlé en français tout le temps avec ma meilleure amie. Mais quand même, je suis arrivée et voilà, j'ai un niveau de français de base, quoi. Mais c'est vrai que parler dans sa langue maternelle alors que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, ça peut un peu empêcher d'apprendre plus vite le français. Cette intervention nous amène à notre troisième piste à explorer, à notre troisième problématique, celle de l'interlangue. Pour vous expliquer brièvement ce qu'est l'interlangue, c'est un moment où l'apprenant ne connaît pas encore tout à fait la langue cible qu'il souhaite apprendre et où il est en train d'essayer de construire petit à petit ses connaissances. Évidemment, cela peut engendrer plusieurs problèmes. Tout d'abord, si l'apprenant parle trop dans sa langue maternelle et pas assez dans sa langue cible, il risque de freiner l'étape d'interlangue. Des erreurs d'ordre phonétique, syntaxique et sémantique risquent de continuer à se manifester de manière récurrente. Dans le discours, on parle alors de fossilisation. Il est beaucoup plus difficile d'intervenir dans la correction des erreurs dues à la fossilisation. Souvent, l'apprenant parle déjà sa langue maternelle à la maison. Il est donc essentiel qu'à l'école, il ne parle que le français.
Évidemment, pour les élèves, ça n'est pas facile car ils se sentiront plus à l'aise s'ils sont à côté de quelqu'un qui parle leur langue maternelle, cela les rassurera. Mais pour l'enseignant, justement, il est capital d'éviter ce cas de figure. Il faut que tout le monde dans sa classe parle le français. Notre piste pour éviter ce cas de figure est assez simple, il suffirait de ne pas installer côte à côte deux élèves qui parlent la même langue maternelle. Et avant de laisser la parole à Johanna, qui reprendra cette présentation, je vous laisse en compagnie d'Amina, qui va répondre maintenant à la question « Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans le passage d'une classe d'ASPA à une classe traditionnelle ?» Au revoir. Alors, le passage de DASPA à une classe ordinaire, pour moi, ça a été vraiment stressant, franchement, parce qu'être en DASPA, c'est pas la même chose qu'être dans une classe traditionnelle. On croit qu'on va être jugé par les autres, par notre accent. On pense qu'on va pas avoir le même niveau que les autres. Et en fait, moi, personnellement, ça me décourageait. Le fait de penser que les gens, ils allaient se moquer de mon accent, de moi. Je pensais pas que j'allais être au même niveau. Voilà, c'était stressant. Mais heureusement, je suis tombée dans une bonne classe et ils m'ont toujours aidé avec mon français, avec mes difficultés. On me corrigeait toujours dès que je me trompais. Du coup, moi, j'ai eu de la chance, quoi. Mais c'est vrai que des fois, pour des élèves, c'est très compliqué, hein. On tombe dans des classes où les gens, ils sont pas compréhensifs. Et voilà, on va t'attaquer et ça devient du harcèlement, quoi. Il y a des amis à moi qui ont vécu ça. C'est pour ça que je dis ça, parce que je connais. Alors la quatrième problématique que nous voulions aborder est la diversité culturelle et l'éducation interculturelle. La diversité culturelle, c'est l'existence de différentes cultures au sein d'une société, souvent associée à la diversité linguistique. Alors, il peut y avoir un point positif, si elle est bien exploitée, elle peut être source de richesse et de partage, et elle pourrait permettre aux élèves de sortir de leur zone de confort. En revanche, si elle est mal exploitée, elle peut être source de préjugés et de discrimination. L'éducation interculturelle, c'est le moyen de communiquer de sa propre culture et de celle des autres et de construire un dialogue. Le contact de différentes cultures offre à toute personne issue de l'immigration ou non un supplément à sa propre culture. S'il n'y a pas d'éducation interculturelle, elle peut être également source de discrimination et de préjugés. Alors nous allons vous proposer une courte séquence de l'interview que nous avons réalisée avec Amina, dans laquelle elle parle de la rencontre entre les élèves de classe d'ASPA et les élèves de classe traditionnelle. En fait, les gens qui sont dans des classes traditionnelles, qui sont pas en DASPA, ils croient qu'une personne qui vient de DASPA, c'est une personne qui n'a pas de quoi manger, n'a pas où dormir, n'a pas de quoi s'habiller. Et des fois, les gens, ils subissaient du harcèlement à cause de ça. Par exemple, moi, j'ai une amie. Moi, personnellement, il y a des mauvais regards de quelques filles, il y a de la haine, il y a des gens qui parlent mal. On peut te pousser des fois quand tu descends par les escaliers pour aller dans la cour. Moi, une amie, on lui a craché dessus. On lui versait de l'eau quand elle descendait les escaliers pour aller dans la cour. On peut faire des groupes et commencer à te faire du mal et tout. Et c'est ça, en fait. Quand tu viens de DASPA, tu es trop discriminé et on va essayer de te harceler et tout. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est que les gens qui sont jaloux. Ou par exemple, parce qu'eux, ils pensent que DASPA, c'est des pauvres. Et quand tu prouves le contraire, bah, ils vont vouloir t'attaquer, quoi. Mais ça, c'est pas tout le monde. Mais en tout cas, dans mon école, c'est... Franchement, laisse tomber. Parce que les gens, ils ont une mentalité très bizarre, franchement. L'enjeu pour les élèves, c'est de s'ouvrir sur leur propre culture et de s'intéresser à la culture des autres. L'enjeu pour les enseignants, c'est de faire de l'éducation interculturelle avec les élèves de classe d'ASPA, mais également avec les élèves de classe traditionnelle, et de montrer la richesse qui peut ressortir de diversité culturelle. Alors on va vous montrer une autre séquence dans laquelle Amina parle de différentes pistes qui pourraient être exploitées pour pallier à ce problème qu'elle a personnellement rencontré. Du coup, bah, c'est vrai, j'ai pensé à ça aussi. Il faut faire plus d'activités avec les classes traditionnelles. Et
Et aussi, je crois que, franchement, moi, l'année passée, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à dire, monsieur, nous, les DASPA, on veut faire un discours et que toute l'école nous entende pour qu'ils arrêtent de nous juger, de harceler quelques personnes parce que nous, on n'est pas comme ça. Moi, j'ai pensé à dire à mon prof, nous, on veut faire un discours en parlant de ça. Moi-même, je pourrais parler et dire ça. Ça me dérange pas, ça sera avec plaisir. C'est pour aider les prochaines classes de TASPA. Comme ça, les gens, ils vont changer leur mentalité. Mais malheureusement, on ne pouvait pas faire ça. C'était juste impossible, quoi. C'était trop demandé pour moi à l'école. Les pistes que nous proposons, c'est d'organiser une journée dédiée aux élèves de classe d'ASPA dans les écoles. Ils pourraient ainsi avoir une rencontre avec les élèves de classe traditionnelle et partager des moments ensemble, mais également une exposition sur les différents parcours de vie et les difficultés rencontrées par les élèves de classe d'ASPA aux élèves de classe traditionnelle. Cela pourrait permettre de sensibiliser les élèves de classe traditionnelle aux différents parcours des élèves de classe d'ASPA et rompre la peur de l'inconnu vis-à-vis de ces élèves. En ce qui concerne notre analyse réflexive, nous avons pu constater qu'Amina avait une excellente maîtrise de la langue française et que même si elle a rencontré peu de difficultés personnellement, la plus grosse difficulté qu'elle ait rencontrée a été le passage d'une classe d'ASPA à une classe traditionnelle. Cette interview a permis aussi à un des membres du groupe d'avoir des pistes pour son TFE. Nous avons également pu prendre conscience du peu de connaissances de l'interlangue, même pour les élèves de FLES. Et nous avons aussi pu apprendre à utiliser notre outil d'interview Zoom, qui est très facile d'utilisation. Merci pour votre écoute.